Nous sommes venus ici, toute une équipe du parti de gauche, sur le site de la centrale du Blayais. C'est une centrale nucléaire qui est positionnée dans l'estuaire de la Garonne. C'est une centrale qui a eu une vie normale, jusqu'au jour où est arrivé un incident, on va l'appeler comme ça, qui a été extrêmement préoccupant. Il se trouve qu'ici, sur la centrale du Blayais, on est à quand même une pointe de deux risques. Une vieille centrale et un endroit exposé qui a déjà une fois fait parler de lui. Ce jour-là, la marée était haute, c'était les marées puissantes et il y avait un vent lui aussi puissant. Si bien que l'eau du fleuve est passée par-dessus la digue en partie et la centrale a commencé à être noyée. Fort heureusement, le personnel qui était là a su prendre les dispositions qu'il fallait et il n'y a pas eu d'accident. Mais on était parti sur un accident du type de Fukushima. Moi, je voulais voir à quoi ça ressemblait cette installation parce que depuis, EDF a remonté la digue, remonté le mur anti-houle pour que l'eau ne repasse pas par-dessus la digue. Il n'est pas question de dire que EDF ne se soucie pas des problèmes qui sont posés ou que les techniciens qui sont là ne s'y intéressent pas. Évidemment, ce n'est pas le sujet. Tous ces gens font du mieux qu'ils peuvent, mais ils font du mieux qu'ils peuvent dans un cadre précis, c'est une centrale nucléaire. Alors cet incident est lié à son positionnement à la centrale et il pourrait revenir. Il faudrait que se produise la conjugaison entre un événement climatologique puissant, une marée très haute, et en même temps un vent très fort. Donc si on a des creux qui font plus de 2 mètres ou 3 mètres et en vent à 140, l'eau repassera par-dessus la digue et les murs anti-houle ne sont pas assez puissants pour contenir le phénomène. C'est une centrale qui est donc très sensible. En ce sens, parce qu'elle est sensible, elle permet de réfléchir et de se poser de manière très directe la question de la sortie du nucléaire, de son intérêt, de son importance. Et il faut le faire dans des conditions qui soient rationnelles, c'est-à-dire qui soient d'abord respectueuses des différents points de vue. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, de toute façon, le nucléaire est la seule possibilité qui est à notre portée. Ceux qui sont pour le nucléaire doivent nous répondre, bon, alors qu'est-ce qu'on fait pour être absolument garant de la sécurité, qu'est-ce qu'on fait des déchets, qu'est-ce qu'on fait du transport, qu'est-ce qu'on fait de l'approvisionnement en matières premières. Et nous, ceux qui sommes partisans de la sortie du nucléaire, il faut qu'on mette sur la table un plan où on dit comment on fait, quelle est l'énergie qui va prendre la relève, dans quel délai, avec quel... Ça serait un débat assez fascinant. La centrale du Blayais, elle nous interroge par sa position et par le fait qu'il y a déjà eu un incident en 1999 et que cet incident est assez grave pour nous faire réfléchir et pour souligner l'importance de la sortie du nucléaire. Alors quand je suis arrivé sur place, sont venus à ma rencontre 2 ou 3 camarades de la CGT qui sont d'ardents partisans du nucléaire et qui sont venus me voir, qui étaient un peu surpris que j'accepte l'échange sans polémique. Mais moi, ce n'est pas mon but de polémiquer. Mon but, c'est de convaincre et de rassembler et d'entraîner. Et je lui dis, mais donne-moi tes arguments. Il m'a donné des documents pour que je les lise, je vais les lire. Et il m'a produit les arguments traditionnels des partisans du nucléaire. Il l'a fait avec toute sa bonne foi et son savoir-faire. Et je lui ai dit, mais tu sais, nous ne sommes pas ennemis, nous ne sommes pas adversaires. La position du Front de gauche, c'est l'ouverture d'un débat argumenté et un référendum. Donc ça veut dire que le jour où nous serons au pouvoir, on ne dira pas simplement comme la caricature de ce qu'on fait de nous. Allez hop, on ferme les centrales nucléaires, ça n'a pas de sens. Il faudra avoir une discussion pour savoir si on continue ou si on sort du nucléaire. Et chacun devra mettre sur la table les arguments dont il dispose pour convaincre que son point de vue est le bon. Et c'est le peuple qui tranchera. Vous voyez là, la discussion que j'ai avec les techniciens d'EDF, je la trouve enchanteresse parce que eux, ils viennent persuadés que le point de vue de l'écosocialisme est un point de vue qui en quelque sorte critique le progrès technique et la technique. C'est tout le contraire, je leur ai dit, non mais maintenant il va falloir vous y mettre pour trouver d'autres systèmes. Si on doit remplacer les centrales nucléaires, ça sera en mettant des hydroliennes en mer. Donc il va falloir produire les aciers fins et spéciaux sans polluer autour de nous. Donc c'est un défi technique. Alors après, bon oui, ça nous met dans la même famille politique que les écologistes, mais c'est très divers l'écologie politique.
des fondamentalistes, il y a des environnementalistes, il y a des... C'est très divers, nous sommes une composante, voilà. Oui, mais c'est vrai que c'est plus facile pour nous de nous entendre avec des écologistes qu'avec d'autres, ça c'est clair. C'est un petit peu le débat qu'on a eu à l'impromptu sur le parking. De toute façon, tout ça n'a pas emmené bien loin, parce que après ça, on m'a interdit d'aller sur la digue, on m'a interdit de passer sur la route, il faut prendre des rendez-vous, avoir des autorisations, donc j'ai rien pu faire. Que de voir cette installation avec un moment un peu comique. Bon, il y avait là une dame extrêmement aimable qui nous a présenté les prouesses d'EDF, donc moi j'ai jamais douté, hein. Je pense qu'EDF est en effet une entreprise très performante, mais le côté comique de la situation, c'est qu'on va dans un centre d'information, mais que dans le centre d'information, les journalistes n'ont pas le droit d'entrer, ils n'ont pas le droit de prendre des photos, ni de faire des films. On se demande pourquoi et quelle est la nature du secret qui se trouve dans ce centre d'information. Naturellement, il n'y en a pas. Je pense que c'est de manière un peu risible l'entretien d'une ambiance pour montrer que tout est sous contrôle. Je pense que là, c'est très contre-performant pour un centre d'information d'empêcher les gens de l'information précisément d'entrer. Voilà. Ça a été un moment en tout cas très instructif. Je vais revenir dans les formes. Alors je vais envoyer la belle lettre et tout pour demander à pouvoir entrer dans la centrale et aller autour. Voilà, alors donc je vous donne rendez-vous à l'occasion de la prochaine visite à la centrale du Blayais. Alors que la menace nucléaire s'aggrave au Japon avec les explosions en série sur les réacteurs de la centrale de Fukushima suite au tremblement de terre et au tsunami de vendredi dernier, les interrogations persistent quant à la sécurité des sites nucléaires français. L'Aube est concernée en premier lieu avec la présence à Nogent de la centrale nucléaire. C'est l'une des plus anciennes de France. Les réacteurs sont en service depuis 1988 et 1989. Pour tenter d'y voir plus clair, le directeur de la centrale de Nogent, Hervé Maillard, nous a accordé un entretien en fin d'après-midi. Première question que nous lui avons posée, comprend-il les inquiétudes et les questions sur la sécurité nucléaire en France? Écoutez sa réponse. Alors il faut bien comprendre que sur cette question de la sécurité nucléaire, les technologies sont des technologies différentes. Donc après, effectivement, l'énergie nucléaire est une énergie sur laquelle il existe un débat dans plusieurs pays, l'Allemagne, la France. Et donc ce débat est totalement légitime, mais je dirais les questions que se posent les Français face à la crise que vit le Japon sont légitimes, oui. Dans la salle, les slogans fusent, des boules puantes sont jetées. À l'extérieur, des manifestants secouent les grilles des fenêtres, la gendarmerie est déployée. Le débat sur l'enfouissement de 100 000 mètres cubes de déchets radioactifs à Bure dans la Meuse n'aura duré qu'une quinzaine de minutes. Ce qu'on aimerait, c'est que le projet de Bure soit définitivement arrêté, mais quand même, ça fait plaisir parce que ce débat-là, il s'est mis en place pour tromper les gens, pour nous rouler dans la farine. Ça fait des années qu'on se moque de nous, et vraiment, si on réussit à l'arrêter, on est content. Et on continuera. Les manifestants réclament un référendum sur la tenue du projet. Pour les organisateurs, c'est un échec, alors qu'une consultation avait été lancée le 15 mai sur Internet. Le débat, c'est pas seulement les réunions publiques. Mais un débat public sans réunion publique, il manque quelque chose de très important. Il manque un dialogue. Le maintien de futurs débats sur le sujet n'est pas garanti. Une quarantaine d'associations a d'ores et déjà annoncé un boycott des concertations publiques. Alternative energies like solar and wind aren't yet capable of matching the carbon-free energy produced by the United States' 104 nuclear reactors. But that doesn't matter much to the people who live near Indian Point, the 50-year-old power station outside of New York City. Like many other reactors, Indian Points weren't originally designed to last this long. Today, residents have another dream in mind. Close Indian Point! Close Indian Point! Close Indian Point! Now, I know some of you may think my hat is funny, but it's actually radioactive protective gears. I call for your immediate resignation from the NRC as a failed government agency. The plant is located 34 miles from Times Square. It's a very old plant. It's from the first generation of nuclear plants, the same generation that Fukushima is from, that other plants that have had major problems are from 3 Mile Island. You really have an accident waiting to happen. We should take steps now
to secure the nuclear waste that's on the site, to shut the plant down and decommission it to make it safer. Newer design plants are potentially a better design, although some of them are actually worse designs than the current plants. The fact is, when you get down to it, there's no way you can absolutely guarantee safety of a nuclear plant, I think. This will be a really simplified version of a molten salt reactor. A decade before he called nuclear power society's biggest Faustian bargain, Alvin Weinberg was one of the country's leading nuclear physicists. He invented the light water reactor, the world's most common kind today, the type used at Fukushima. But in the 1960s, as director of Oak Ridge National Laboratory, he began to pursue another idea, called the molten salt reactor. Instead of operating at high pressure with a solid fuel made of uranium, it worked at low pressure, using a liquid fuel that could be made of thorium. Thorium has many advantages. It can produce about 90 times as much energy as uranium and a fraction of the waste. And that waste isn't useful for making bombs. The reactor was considered walk-away safe because it relied on physics, not machines or humans, to keep the reaction under control. I think when people see it, they understand it a lot better. So a light water reactor, you're constantly trying to keep it from going out of control. You're constantly trying to manage it with control rods and moving the fuel rods. Molten salt reactor is the opposite. You're constantly trying to keep it liquid. You're trying to keep it reactive. You're trying to keep it circulating. And if it ever stopped, it would just drain down into the drain tank or solidify in place or just stop reacting. So it's just a much better design overall. This thing can't explode. This thing is ready to explode. And you gotta have redundant systems. You gotta have a pump and a pump and a pump and a pump. It's not walk-away safe. It's not self-controlled. You need, computers and operators and controllers to constantly monitor this thing. Whereas this thing's completely self-regulated. If an earthquake and a 747 and a tidal wave hit it all at once and the chamber tipped over, what would happen? The fluid would flow into this hot cell, down this pool, and into this storage tank.